les administrations municipales, et notamment les grandes élections de mai et de juin à Petrograd et à Moscou. Bien. Lénine donc le maintient par fidélité à une histoire, parce qu'il y a une pression de l'étranger et de l'intérieur du parti, qui est toujours cette ligne Kamenev, et pas Zinoviev à l'époque. À l'époque, Zinoviev n'est pas à coquiner, c'est pas Laurel et sans Harry, si vous voulez. Hein. Donc à l'époque, c'est Kamenev, Staline qui sont pour le respect d'une certaine égalité. Trotsky, lui, a une position différente. Il dit qu'il faut attendre le second congrès des soviets parce que les bolcheviks ont enfin conquis la majorité. Et donc, il y a encore plus d'interrogations. Pourquoi diable faire une insurrection puis des élections à la constituante si de toute façon on a la majorité au soviet de Petrograd? Alors, pourquoi? Et bien là, on arrive à une autre vision de la révolution qui n'est pas cette vision démocratique et légaliste, qui est la vision d'une révolution comme insurrection, et qui est une vision qu'on va qualifier de blanquiste. Et pourquoi est-ce qu'on fait une insurrection? Pas pour prendre le pouvoir en fait, il est déjà pris. On fait une insurrection pour marquer qu'on prend le pouvoir. Pour marquer symboliquement que ce pouvoir est pris, et dans ce symbolisme, on va faire intervenir qui? L'armée, pas les garnisons de Petrograd qui restent neutres, mais les marins de la Baltique, qui sont bolchevisés à mort, hein, depuis le début quasiment, et de l'autre côté, les gardes rouges, auxquels on trouve enfin une utilité autre que défendre les usines contre d'hypothétiques attaques, dont c'est quel contre-révolutionnaires. Donc on va les mobiliser ensemble, et ça va être un véritable théâtre, sous l'œil assez... indifférent des badauds. Hein. Ah oui, vous ne prenez pas les lumières, bah allez-y, prenez-le, pourquoi pas, de toute façon, il n'y a personne dedans. Hein, et Kerensky est parti depuis longtemps, et c'est bien lui le seul pseudo-adversaire. Voilà. Et puis d'un autre côté, on le sait très bien, quoi de mieux qu'une manifestation, quoi de mieux qu'une action pour resserrer, pour ressouder les militants, et pour montrer bien qui est dedans et qui est dehors. Et donc à l'époque, qui est dedans? Eh bien, il y a les bolcheviks, bien entendu, il y a les SR de gauche, qui ont fait scission avec les SR depuis quelques mois, qui ont constitué un parti à part, et puis il y a ceux qu'on oublie et que les bolcheviks ont constamment effacés de l'histoire, il y a les anarchistes. Et les anarchistes sont non seulement des alliés objectifs des bolcheviks au moment d'octobre, mais sont des alliés physiques. Et il y a un grand nombre de matelots anarchistes, il y a un grand nombre d'anarchistes parmi les gardes rouges, et qui ont une vision encore plus radicale que les bolcheviks, ça s'entend. Et donc tout cela vont se coalitionner, et la première grande déception de cette coalition, c'est le premier Sovnarkom, le premier conseil des commissaires de peuple, où il n'y a que des bolcheviks. Et ça, c'est une première trahison de cette révolution. Donc si vous voulez, on fait cette insurrection véritablement comme un geste politique en direction des alliés, en direction des autres partis, mais aussi en direction de l'étranger. Disons, vous voyez en jeu le jeu révolutionnaire jusqu'au bout. Bien, donc octobre, l'insurrection en tant que telle ne se justifiait pas tellement, sauf si on le lit dans une perspective d'histoire longue révolutionnaire, et je marque ma position comme un révolutionnaire qui va jusqu'au bout, et qui est à la fois un blanquiste, qui est à la fois un insurrectionnel, et qui sait prendre un pouvoir absolu à la Robespierre. Donc je suis tout le monde à la fois. Et donc j'inscris, et ça c'est le dernier point, j'inscris mon action révolutionnaire et octobre comme un moment d'achèvement de cette histoire révolutionnaire, et pas seulement de l'histoire, du progrès dans l'histoire à la Hegel, à la Marx, comme un moment d'achèvement de l'histoire révolutionnaire, parce que j'ai réussi à lier en un seul coup de dé, tout ça à la fois. Et là, ce qui est très important et que Jean Numa a suggéré sans le dire jusqu'au bout, c'est que dès le début, les archives qui aujourd'hui sont les archives de l'histoire politique, qui pendant longtemps ont été considérées comme des archives du parti, c'est là où il y a les archives du Comintern, et qui s'appelaient en fait, qui sont dans le même bâtiment que l'Institut Marx, Engels, Lénine. À un moment il y avait Staline, puis on a enlevé du fronton. L'Institut Marx, Engels, Lénine, quel a été son premier rôle? Ça a été d'une part d'écrire et en fait de réécrire immédiatement la révolution bolchevique sous la direction du grand historien bolchevique Mikhail Podkrovsky et puis de David Ryazanov qui était un grand penseur plutôt de l'obédience menchevique d'ailleurs, et puis aussi d'écrire la révolution russe en achetant et en se faisant donner un certain nombre d'archives qui se retrouvent à Moscou et qui expliquent pourquoi Jean Numa s'est retrouvé à Moscou, en France, les archives de Babeuf, les archives, etc., et qui constituent un fond de l'histoire. Donc l'idée, c'est qu'on est non seulement, vous savez, Moscou se considérait comme la troisième Rome, après Rome, Constantinople, le troisième phare de la chrétienté, c'était Moscou. Eh bien, le second phare de la Révolution, c'est Moscou, et c'est dès avant la formation du Comintern, dès 1918, on fonde cet institut qui fait de l'histoire immédiate et qui fait aussi de l'histoire rétrospective et qui inscrit cela. Et ça va longtemps constituer cet institut un lieu de dissidence, de résistance, jusqu'à ce qu'il soit stalinisé, que David Ryazanov, notamment, soit à l'orée des années 30,
indépendants. Voilà pour les quelques, Super. quelques compétences. Merci maintenant. Alors je vous propose que dans la salle, il y ait une série de questions, de remarques, etc. et qu'ensuite les deux reprennent la parole. Voilà, allez-y. Oui, par rapport à la Marseillaise, ça me fait penser un petit peu au sort aussi de l'hymne soviétique. Donc Poutine a gardé la mélodie, mais effectivement les paroles ont été changées. D'autre part, pour ce qui est de l'opposition entre Jaurès et puis Lénine, je pense aussi qu'il y a peut-être une analogie à faire avec ce qui s'est passé après l'écroulement de l'Union soviétique au sein du Parti communiste français, où je pense qu'on a joué la figure de Jaurès contre Staline, contre Lénine. Allez-y. Oui, donc effectivement, je parle bien sûr sous le contrôle des historiens, donc je ne suis pas. Phénomène en deux temps, février-mars, chute donc, du gouvernement du tsar et constitution d'un gouvernement provisoire, qui s'est défini comme provisoire d'emblée. Il a assumé la charge de l'État dans des conditions extrêmement difficiles, militaires et économiques, mais il fallait quand même que quelqu'un l'assumât, cette charge de l'État, et en même temps il avait convoqué une assemblée constituante, prévue pour le mois de novembre. Donc course de vitesse avec les bolcheviks, et deuxième temps de la prise du pouvoir des bolcheviks en 1917, le coup de force contre le palais d'hiver, 7 novembre, 25 octobre 7 novembre 1917, le palais d'hiver siège du pouvoir exécutif, et un peu après, la constituante ayant été maintenue après hésitation, début janvier 1918, coup de force contre le palais de Tauride, siège du pouvoir législatif. Donc ça montre bien que dans le régime communiste, il n'y a pas la séparation des pouvoirs. On peut observer au passage que la logique gouvernement provisoire, assemblée constituante, c'est celle qui avait prévalu en France en 1944-45 et qui est reconnue par tous comme ayant donné de bons résultats. En revanche, en 1917, que le résultat était bon et beaucoup plus discutable. Autre... Moi j'ai relu, plutôt récemment, les deux récits les plus proches de la Révolution qu'ont fait Trotsky et Boukharine. Sans entrer dans le détail, ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne raconte pas du tout l'histoire. Et ce qui leur importe à eux tous les deux, c'est écrit en décembre 17 et en janvier-février 18, ces textes-là. Et ce qui leur importe, c'est de montrer bien comment ils ont analysé les classes sociales. Pour Boukharine, le personnage, c'est la classe ouvrière, les paysans, on va dire assez sommaire, et il s'appuie manifestement sur les éditoriaux qu'il avait écrits dans le social-démocrate. Il a 70 pendant toute la période. Et c'est sa représentation des choses. Et chez Trotsky, qui écrit pendant la négociation de Brest-Litovsk, le soir, je suppose, à la chandelle, pour se détendre. Donc c'est pareil. Alors il est un peu plus précis sur ce qu'il a fait, parce que quand même, il s'en rendait compte qu'il avait eu un certain rôle. Mais alors, il y a donc tout le temps eu une interprétation, c'est ça que je veux dire. Ils ont tout le temps cherché à interpréter plus qu'à raconter. Et la reprise en main de l'histoire de la révolution russe, et avec les références à la révolution française qui sont présentes là, en permanence, ça aide à réfléchir à la révolution. Ils ont tout le temps essayé d'y réfléchir et ils ne racontent pas ce qu'ils ont fait et ils ne veulent pas savoir vraiment ce que font les autres. La polémique, c'est très important. Au fond, madame. Moi, j'ai la conception de la démocratie de Lénine dans les livres L'État et la Révolution. C'est-à-dire que pour moi, la démocratie, c'est une démocratie d'éclat dans les contextes d'une société de vision classe comme c'est la nôtre, comme c'était celle de la Révolution russe, composée différemment. Mais je veux dire, les classes n'étaient pas exactement composées de la même façon, les
la paysannerie, ce n'était pas la même d'avant que maintenant, mais quand même, la division en classes persistait, était très aiguë, comme ici, elle l'est. Et donc, ici, au moins, on est dans une dictature du capital. Et j'aimerais bien que les historiens qui sont sur la table me montrent le contraire. Alors, la démocratie qu'il y a en France représente, si vous voyez tous les jeux parlementaires qu'il y a à la télévision, c'est la bourgeoisie qui parle. C'est-à-dire tous les débats qu'il y a dans toutes les chaînes, c'est la voix à la bourgeoisie, de la bourgeoisie, pour la bourgeoisie. Donc, et je ne vois pas de quelle trahison vous parlez, puisque si on enlève le pouvoir à la classe dominante, je ne vois pas quelle élection on peut faire pour faire intervenir les classes dominantes. C'est-à-dire que si on fait une révolution sociale dans laquelle une classe qui opprime une autre de manière antagoniste jusqu'à son anéantissement, comme c'est la classe du capital, je ne vois pas pourquoi on va lui donner des pouvoirs d'élection, d'expression, etc. C'est là, oui, je veux dire, sinon on ne fait pas la révolution sociale. Mais c'est merci bien. Non, mais je veux dire, Un débat de l'époque d'ailleurs. Mais je veux dire de quelle trahison il parle. On va faire la discussion. Écoutez, on va répondre. S'il y a encore une question, allez-y, parce qu'après je vous propose qu'il y ait échange, réponse, et après on fera une petite pause. Il faut gérer le temps. On va faire une petite pause, il y aura même un peu de café. Vous voyez, donc, mais il faut. Et après, on fera la deuxième partie avant la fin de la matinée, donc il faut gérer tout ça. Voilà. Encore une question? Pas de frustration. Allez-y. Oui, alors sur Lénine et Jaurès, lorsque on a, disons, construit, en fait, édifié l'un des premiers monuments qui a été fait par le pouvoir soviétique, ils ont récupéré une obélisque qui était dans les jardins Alexandrovski, ils ont effacé les noms et on a gravé dessus le nom des précurseurs de la révolution d'octobre. Donc il y a un historien qui avait rejoint le parti bolchevique mais qui ne l'était pas au départ, qui a fait une liste d'une vingtaine de noms. Et donc, il a donné cette liste à Lénine, et Lénine a rayé un nom. Il a rayé son nom à lui. Par contre, sur les 19 autres, il y a un grand nombre de précurseurs. En particulier, il y a 6 Français, alors qu'il n'y a que 5 Russes et 5 Allemands. Et dans les 6 Français, je vais les citer tous, il y a donc Claude-Henri Saint-Simon, Édouard Vaillant, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, Jean Méliès et Jean Jaurès. Voilà. Et ça me rappelle une chose, c'est que mon professeur disait, on prétend que mon professeur d'histoire, qui était de la tendance de droite du Parti socialiste et de la tendance autonome de la FEN, disait, on prétend que la révolution soviétique est la fille de la révolution française. C'est faux, puisque la révolution française était une révolution bourgeoise et que la révolution soviétique était une révolution prolétarienne. Donc, moi, je ne le contredisais pas, parce que, évidemment, j'avais l'habitude de le contredire, mais dans ce qu'il disait, il y avait du vrai, évidemment, mais je pense qu'il y a les deux aspects. C'est-à-dire que la révolution, effectivement, soviétique est une révolution prolétarienne, mais elle a aussi le caractère de révolution en général. Et c'est pour ça que, par exemple, le Parti communiste se réclame de la Révolution française, et que quand il y a des militants communistes qui écoutent Jean Ferrat dans un concert, la partie la plus applaudie de sa chanson « Ma France », c'est quand il dit « Ma France », elle répond toujours du nom de Robespierre. Et Jean Jaurès disait
si la France a été grande dans les siècles passés, c'est par la République, c'est-à-dire l'égalité politique conquise par tous dans le domaine politique. Si elle sera grande dans les siècles futurs, ce sera par le socialisme, c'est-à-dire par l'égalité dans le domaine économique. Et c'est en ce sens que la révolution soviétique est la fille de la révolution française. Merci pour cette interprétation ou cette proposition. Et maintenant, parole à Alexandre et Jean-Luc. Je commence du coup comme Alexandre a déjà réagi tout à l'heure. Sur Jaurès et Lénine, je ne pensais pas déclencher autant de réactions, mais tant mieux. Non, mais il y a plusieurs niveaux, parce qu'effectivement, on pourrait aller dans le sens, il y a effectivement cet obélisque où le nom de Jaurès est inscrit. Il y a le fait que les soviétiques ont traduit rapidement l'histoire de la Révolution française de Jaurès, qui en plus est très longue, alors dans un premier temps ils n'ont pas tout traduit, si je me souviens bien, enfin qu'importe, c'était dans le panthéon de la Révolution soviétique. Il n'en demeure pas moins que, là je parlais de Lénine, du Lénine historique, j'ai envie de dire pas de toute la construction qui était dans la Lénine historique, était considéré vraiment Jaurès, mais comme un républicain bourgeois un peu radicalisé, l'incarnation même de les raisons pour lesquelles ils ont écrit 21 conditions en 1919 pour obliger les Français à rompre avec ça. Franchement, Roger Martelly connaît mieux l'histoire du PCF que moi, et ils en ont même ajouté une 22e à cause des francs-maçons. Jaurès n'était pas franc-maçon, mais son environnement à l'humanité intellectuelle et politique était franc-maçon. Donc, bien sûr qu'il y a des niveaux différents sur un certain nombre de points. Et que l'histoire est compliquée, puisqu'il se trouve que l'humanité va basculer, comme vous le savez très bien, dans l'orbite communiste. Donc le rapport à Jaurès sera toujours compliqué, dès le début et tout le temps. Et il y a les changements d'après, je vois ce que vous voulez dire, après on pourrait discuter des interprétations ultérieures, mais selon les périodes, Jaurès n'a pas toujours été en odeur de sainteté pendant les années 20, pendant les années 50, sauf que c'est le journal de Jaurès, l'organe central du PCF, donc c'est toujours compliqué. Mais les bolcheviks, notamment Lénine, parce que alors, si le seul bolchevique qui a écrit un portrait vraiment plein de louanges de Jaurès, et c'était avant d'être pleinement bolchevique, c'est Trotsky, qui a écrit un portrait 15, 16, en tout cas, après son assassinat, globalement, voilà. Donc, voilà, et surtout, je dirais au-delà des individus, parce qu'effectivement, il pouvait y avoir un respect, vraiment, le socialisme républicain à la Jaurès, jaurésien, est quelque chose dont se méfient énormément, structurellement, les sociodémocrates allemands marxistes, et c'est la raison pour laquelle Lénine préfère, dans l'internationale socialiste avant-catastrophe, toujours les Allemands de l'aile gauche, ou du centre, selon les périodes, c'est compliqué, aux Français, qui jugent qu'est-ce que c'est que ces Français avec leur républicanisme, les alliances, et ça va être, c'est suspect. Ça, je ne peux pas absolument dire ça. Après, voilà, l'histoire a fait que, en France, c'est différent. Mais pour les bolcheviks, une grande majorité d'entre eux, c'est très clair, d'une certaine manière. Encore une fois, les conditions de l'internationale communiste sont un élément. Imaginez Jaurès accepter les conditions de l'internationale communiste, ça me paraît un exercice d'histoire contrefactuelle, certes à la mode, mais périlleux. Très intéressant ce qui a été dit sur... On a plus interprété que raconté la Révolution russe. C'est vrai qu'il y a une floraison de textes, comment dirais-je, d'interprétation de la Révolution qui commence par ses propres acteurs et qui va être continuée par toute une tradition militante, marxiste de différentes obédiences, qui parfois a eu tendance effectivement à recouvrir l'histoire véritable de la Révolution. Moi, c'est des choses qui m'intéressent quand même beaucoup, mais j'ai en tête par exemple la synthèse qu'a faite en anglais Marcel van der Linden là, sur les interprétations marxistes de la Révolution et celle du RSS. C'est fort intéressant, parce qu'il y a quand même des choses très riches là-dedans, mais c'est vrai qu'on se rend compte que quand même, avant que l'on passe à une histoire véritable du peuple russe en mouvement en mobilisation, mais ça Alexandre connaît ça mieux que moi, il y a eu quand même toute cette période-là où l'interprétation faisait obligatoirement figure de point d'entrée pour comprendre la Révolution russe, masquant assez durablement, paradoxalement, une histoire qui était pourtant surinvestie. Donc c'est un processus qui, à la façon dont ça a été présenté, voilà. Et juste sur Lénine et la démocratie, bon, Alexandre a très envie de répondre, donc je vais lui laisser. Mais simplement, bon, c'est pareil, hein, sur... voilà, bon, dictature du prolétariat, l'État à la Révolution, c'est quand même un texte de conjoncture où c'est le Lénine quasiment le plus libertaire, hein, comme vous savez, c'est l'extinction de l'État. Il reprend ça des remarques d'Engels sur... Bon,
Mais bon voilà, c'est un texte qui est, c'est pareil, a été canonisé ensuite dans un cadre, voilà, mais bon, c'est quand même un texte de conjoncture, de circonstances, lié à un entre-deux en pleine révolution russe. Donc, Pire que ça, même. mais pire que ça, bon, il va faire que pire que moi, vous voyez, après, mais, j'ai en tête, moi, alors dans cette fois des cadres plus politiques, de gens qui avaient été totalement médusés après avoir lu vraiment l'état de la Révolution, après l'avoir souvent cité, puis finalement ils se sont dit je vais peut-être le lire quand même, parce qu'ils disent mais c'est un truc d'anarchie, l'extinction de l'État, ça paraissait complètement décalé par rapport à ça. Donc voilà, texte de conjoncture, à mon avis, incroyablement, comment dirais-je, brillant et pertinent par certains aspects, parce que là encore une fois, c'est ce que disait Alexandre aussi sur chez Lénine, l'auto-affirmation à contre-courant de tout le monde dans une conjoncture qui pour le moins est difficile, rend cela, comment dirais-je, particulièrement percutant à un moment. Mais après, bon voilà, vu le nombre de retournements, alors quelqu'un s'était amusé à dénombrer les retournements de Lénine entre février et octobre sur la prise du pouvoir, il y en a 12 ou 13 fois. Donc de toute façon, c'est très difficile de prendre un texte théorique comme celui-ci et d'en faire quelque chose de modèle absolu sur ce qui allait suivre, enfin en tout cas, voilà. Mais Alexandre, encore Oui, plus, alors c'est non seulement les conditions. Roger, après, a demandé la parole aussi. Alors, D'accord. il a Bon, sur Jaurès, Ah, d'accord. D'accord. Allez-y. Ça vous fait rien. Pour Jaurès, les choses sont relativement simples. Lénine, c'est la gauche de la Seconde Internationale. Jaurès, à cause de ses positions sur Mitterrand, ses positions ministérialistes, est associé d'une manière ou d'une autre plutôt à la droite. Donc pour Lénine, il n'y a aucun problème, Jaurès n'est pas de son camp avant 14. Sauf qu'il meurt pacifiste. Et donc il y a un enjeu, c'est on ne peut pas laisser Jaurès aux social-patriotes. Donc on ne peut pas, en quelque sorte, faire le cadeau de Jaurès à ceux que l'on combat par ailleurs sur la question de la guerre. Et donc, tout en ayant des distances avec Jaurès, Lénine ne peut pas avoir à l'égard de Jaurès, j'allais dire, le discours qu'il aurait tenu avant 1914 à l'égard de Jaurès. Donc l'ambiguïté, il en parle peu, il contourne la difficulté. Les communistes, eux, sont au cœur, évidemment, de la difficulté, mais ça, c'est une autre. Alors oui, sur l'état de la Révolution, il est écrit dans des conditions très particulières, puisque Lénine est en fuite, il écrit ses... En Finlande, c'est ça? Oui, il est réfugié dans le golfe de Finlande, donc il a préféré en fait ne pas être emprisonné. Ça aurait pu être un jeu pour lui, enfin je veux dire, c'était jouable de se laisser emprisonner, de faire des manifestations monstres devant la prison. Il a hésité. Finalement, il a préféré fuir, ce qui lui avait beaucoup été reproché en interne et aussi par ses adversaires, montrant qu'il n'avait pas le courage physique de ses positions. Et effectivement, il est en rupture de banc à ce moment-là. La ligne Kamenev reprend de la force terriblement au moment où il y a une répression très forte sur le parti bolchevique. Et donc, on est en quelque sorte dans un moment où Lénine, on le voit à travers les éditoriaux qu'il envoie à Pravda et que la Pravda ne publie pas, ce qui le met en rage absolue. Et donc, à côté de sa petite hutte bouffée de moustiques, parce qu'il faut voir ce que c'est que l'été en Finlande quand même, totalement hors de lui-même et encore plus marginalisé qu'il n'a été jusque-là, encore plus coupé de ça, il fait ce texte d'une violence. Lénine était très violent dans ces termes, il traite ses adversaires de chiens, enfin de tout ce que vous voulez. Là, c'est un texte d'une violence et d'une limpidité, un texte qu'on ne peut écrire quand on n'est justement pas dans les questions de stratégie, mais dans les questions de qu'est-ce que c'est que la révolution. Donc effectivement, de ce point de vue-là, il est théorique. L'autre chose, c'est que Lénine, tu as parlé de retournement, là je ne suis pas très content, parce qu'en fait Lénine, ce n'est pas des retournements, c'est qu'il a cette peur de manquer le bon moment. Ouais. Il a été très frustré, on doit le dire, pas 1905, il est arrivé trop tard, et quand il est arrivé, c'était déjà joué, en plus Trotsky avait pris la place, il faut dire ce qu'il est. Trotsky qui était quand même le principal adversaire théoricien de Lénine, parce que Plekhanov, il était un peu de l'ancienne génération, donc celui qui disait à Lénine, ouais t'es qu'un jacobin, toi, tes visions, et enfin bon, on va pas refaire l'histoire des rapports entre Lénine et Trotsky, mais ceux qui débattent au sein de l'Iskra à cette époque-là, c'est eux deux. Donc Lénine, Trotsky qui est plus jeune, a pris la place,
Il y a quand même ça aussi, lui il se considérait un peu comme le grand révolutionnaire à venir de la Russie, et en plus, la révolution échoue et il est obligé de repartir aussi sec, d'ailleurs déjà en Finlande. Bon, donc il a cette obstination de se demander, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que là c'est la révolution? Et donc il compulse son histoire de la révolution, il se dit, c'est là, c'est le 14 juillet, c'est le 4 août, et personne ne peut lui répondre parce que les gens lui disent, bah, Vladimir Ilitch, en même temps, ça s'est passé il y a 150 ans, donc là on est un peu, c'est un peu un autre moment, on va voir ce qui va se passer, il y a une guerre à mener malgré tout, ce qui n'était pas le cas pendant la Révolution, il y a quand même une grosse différence. Au début. Au début, certes. Non mais attends, après, sinon tu parles de la civile, les guerres contre les émigrés, mais là tu as une guerre mondiale qui est là depuis 3 ans, et puis tu as un contexte révolutionnaire à l'étranger qui n'est pas du tout le même que le contexte à l'étranger. Les Français ont exporté quand même, si je me souviens bien du tour, la révolution dans l'ensemble en Europe, alors que là, c'est l'Europe est en mode révolutionnaire. Déjà en ruine au moment Et déjà en ruine, etc. Bon. Ensuite, je reprends sur l'hymne soviétique. Bon, je vais te dire que c'est un peu plus compliqué sur les paroles, ils ont rétabli les paroles, etc. Mais on a gardé la même musique, ça c'est sûr. Sur les prénoms, en URSS, Jaurès et Marat sont des prénoms très, très donnés, alors que des Robespierre et des Danton, vous en avez très peu. Donc c'est quand même un indice de comment est-ce que dans la population, ou en partie dans une population relativement éclairée, rappelez-vous du champion de tennis, Marat Safin. Bon, alors c'est évidemment, c'est un jeu parce que c'est à la fois un nom musulman, hein, Marat, et c'est aussi une référence à la Révolution française. Bon. Donc, si vous voulez, c'est un bon indice, cette onomastique et la manière dont on va nommer des rues, dont on va, etc., dont on peut voir jusqu'où perfuse, jusqu'où infuse cette conscience de ce qu'est populaire, de ce qu'est la Révolution française. Sur l'interprétation, vous avez tout à fait raison, cette histoire doit être interprétée, et elle doit être interprétée des deux côtés, parce qu'on parle de l'historiographie bolchevique, mais il faut parler aussi des deux grands vaincus de 1917. Les vaincus, ceux qu'on appelle les ci-devant, c'est tous ces blancs qui ont perdu encore une fois, hein, c'est comme dans Tintin, Caland va encore rater, ils ont perdu encore une guerre, ces généraux. Alors ils perdent la guerre en 1905, ils perdent la guerre en 1914-1917 et ils perdent la guerre civile. Et là ils se retrouvent tous à Paris en train de se lamenter sur eux-mêmes et de se dire, bon bah comment est-ce qu'on va, inexplicable, comment est-ce qu'on a pu perdre la guerre contre les Rouges qui n'avaient même pas une armée digne de ce nom, alors que nous sommes des grands généraux, n'est-ce pas, de l'Empire tsariste. Et puis, il y a les autres grands vaincus qui sont les vaincus intellectuels de l'époque, qui sont cette coalition SRO-Menshevik, qui se retrouve aussi en exil. Martov, l'homme qui se fait voler son propre parti parce qu'il a le malheur de revenir seulement au mois de mai et s'est plié, Tsereteli lui a piqué les Mencheviks, parce que Tsereteli, on en parle très peu, mais c'est quand même le grand manœuvrier de l'époque, c'est la sorte de je sais pas, bon, un Julien Drey talentueux, si on veut dire. Juste un peu Drey et Cambadélis. Ah oui, il y a Cambadélis pour le côté. Drey, c'est quand même. Pour le côté détestable, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, pour le côté le type vraiment pas. Pas complètement fini, alors que Drey, là. Ouais, enfin bref, donc le Tsereteli qui est l'homme de l'ombre qui manipule tout et qui se donne un petit rôle génial de ministre des postes dans le gouvernement, ça c'est en termes de je suis l'éminence grise, les amis, mais je suis quand même là, c'est pas mal. Donc si vous voulez, Martov arrive trop tard, il écrit en exil, Kerensky n'écrit que très tard, Tsereteli écrit aussi son histoire, et si vous voulez, comment expliquer que alors qu'on avait tout pour, la Russie avait tout, la Russie allait être la grande puissance du XXe siècle, c'est les États-Unis qui nous ont piqué notre place, ils n'arrêtent pas de dire ça tout le temps, et s'il n'y avait pas eu la guerre, et s'il n'y avait pas eu les bolcheviks, et s'il n'y avait pas eu Lénine, et ben la Russie serait la grande puissance mondiale qu'elle devrait être. Oui les gars, mais vous avez loupé votre révolution, cette révolution, vous vous êtes tiré une balle dans le pied, si on file la métaphore militaire, elle est automutilée de votre côté, et puis du côté de la population, vous avez fait si bien que la révolution que vous avez proposée au peuple, et ben le peuple l'a désertée. Et donc certes, vous voyez, c'est ça le problème. Et donc cette triple interprétation, ce triple débat, il va se reconfigurer en permanence en fonction de l'influence réelle ou supposée du Comintern et du modèle de 1917 sur les différents partis, parce qu'on parle de la France, il faudra aussi parler d'Italie, évidemment, etc., etc. Bon. Et enfin, dernier petit point, oui, sur les temples, vous avez rappelé, effectivement, je n'ai pas parlé du fait que cette constituante s'est réunie une première fois, le 4 et 5 janvier 1918, qu'il y a eu une grande manifestation à Petrograd en soutien de la constituante par la population, on va dire, de la moyenne bourgeoisie et de la petite bourgeoisie pétrogradoise en soutien, que cette manifestation a été réprimée dans le sang par les bolcheviks, et notamment par ceux qui servent de cosaques aux bolcheviks, c'est-à-dire les tirailleurs des taux,
qui sont les plus bolchevisés des unités de l'armée, et que le fameux matelot anarchiste Genesakov est arrivé à 4 h du matin et a dit à Tchernov, écoutez, la garde est fatiguée, et donc il faut cesser la session, on se donne rendez-vous le lendemain à midi parce qu'il faut bien dormir, et le lendemain à midi, il y a un petit écriteau fermé pour cause technique. Et donc, si vous voulez, fermé pour cause technique, ça signe la fin de la Constituante, une fin technique, bien entendu, une fin qui, on se dit finalement tout ça pour ça. Pourquoi est-ce que Lénine finalement s'est donné la peine de donner des gages? Et bien parce qu'on était dans les négociations de Brest-Litov, c'est qu'il fallait donner aussi un petit peu du temps au temps, et que finalement ce temps n'a pas été suffisamment gagné, et que les Allemands ont repris l'offensive et ont forcé les bolcheviks à signer cette paix totalement contre leur volonté. Et même Lénine, Trotsky jusqu'au bout résistait, et Lénine l'a forcé en lui disant écoute, mon Davidovitch, là ça suffit. C'est Petrograd qui est en ligne de mire et on ne peut plus. Donc voilà, pour redonner tout son sens à la chronologie des Et un peu après, le 3e congrès pan-russe des soviets a légalisé la fin de la constituante, donc a donné un habillage légal. Alors là, il faut rappeler le rôle d'un grand révolutionnaire qui est malheureusement mort de manière très précoce, qui est Yakov Sverdlov, qui était, alors là, lui, celui qui maîtrisait sur le bout des doigts, il défaisait les majorités. Et il est mort de la tuberculose, semble-t-il, très tôt, en 1919. C'était une des grandes victimes ou tout début 20, mais je crois que c'est encore en 19, une des grandes victimes précoces. Il aurait été un des grands chefs d'État au moment du régime soviétique. Puis l'argument après, c'est de dire que la Constituante, vu sa majorité, aurait voulu continuer la guerre, alors qu'il s'était efforcé justement de négocier la paix. Et puis que la Constituante, c'était le risque qu'il y ait une majorité centriste entre ce qui restait des SR, les mencheviks, et puis la ligne Kamenev contre la ligne bolchevico-anarchiste. Alors, et ça, c'était pas supportable. Chers amis, je vous appelle à l'esprit de responsabilité. Certes. Parce que pour gérer notre temps, on a là une bonne discussion. Je vous avais promis une pause. Si vous êtes d'accord, et si c'est possible, on fait cette pause, parce que je pense que continuer, ça va être un peu dur. Mais en même temps, vous voyez, on avait mis comme horaire 9h40, 12h. Vous voyez qu'il est 11h15 à peu près. Si on fait une pause, il faut qu'elle soit limitée. Et sur place, il y a un peu de café, si vous avez besoin de vous découvrir les gens. Mais ensuite, je vous propose que peut-être, si Tania et Christelle m'y autorisent, on aille jusqu'à midi et demi. Midi 25, midi 20, pour donner un peu plus de temps pour la deuxième partie de la table ronde avec Roger, Martelly et moi-même, pour faire pareil une discussion. Si vous êtes d'accord, on fait la pause dans ces conditions, on reprend dans 5 minutes. D'accord.